Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur notre plateau de débat qui sera consacré ce matin à l'audit des collectivités territoriales. Pour débattre de ce sujet, nous recevons sur notre plateau M. Garba Sall, inspecteur à l'inspection de l'Intérieur, et Mme Diarra Zainab Ndiaye, chef de la composante 3 au SNGP. Nous vous rappelons que ce débat est initié par le SNGP en collaboration avec l'organisation USAID. Madame Diarra, pouvez-vous nous présenter le programme SNGP? Merci Madame. Le programme SNGP en français, c'est le programme de gouvernance locale. Et le sigle SNGP, c'est la formulation anglaise. C'est un programme financé par l'USAID qui a commencé depuis février 2016. Le programme a une durée de 5 ans et nous sommes pratiquement sur la dernière année et compte 11 milliards de francs CFA qui ont été mis à la disposition de l'État malien, puisque notre appui, c'est les services techniques de l'État, les organisations de la société civile et ainsi que les institutions supérieures de contrôle du Mali. Le programme comprend 3 composantes. La première composante concerne l'amélioration de la gestion des finances publiques. La deuxième composante, l'amélioration de la coordination et de la communication entre l'État et les services décentralisés, entre l'État et les organisations de la société civile. Et la troisième composante, c'est le renforcement des capacités des structures de contrôle, spécifiquement le contrôle général des services publics, mais nous l'avons élargi aux inspections ministérielles, au bureau du vérificateur général, à l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, ainsi qu'à la section des comptes de la Cour suprême. Et il y a un aspect genre dans ce programme qui est transversal et l'aspect communication aussi qui est très important. Donc nous évoluons essentiellement dans le renforcement de capacités, d'assistance technique et des débats, comme c'est le cas aujourd'hui, pour sensibiliser, informer la population ainsi que le public cible sur des thématiques qui vont en droite ligne avec nos objectifs. Monsieur Sall, qu'est-ce que l'inspection de l'Intérieur et quelles sont ses missions? L'inspection de l'Intérieur est un service central du ministère de l'administration territoriale créé par l'ordonnance numéro 0056 PRM du 28 septembre 2000. Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance, l'inspection de l'Intérieur a 5 missions principales. Première mission, contrôler le fonctionnement et l'action des services et organismes relevant du ministère chargé de l'administration territoriale. Deuxième mission, contrôler les activités des représentants de l'État au niveau des collectivités territoriales. Troisième mission, procéder au contrôle des collectivités territoriales, des services et organismes relevant de ces collectivités. Quatrième mission, veiller au respect et à l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la gestion administrative, financière et matérielle par les services et organismes du département. Cinquième mission, assister les services et leur personnel et les collectivités territoriales par des conseils de gestion ou d'aide à l'organisation ou par la mise en œuvre des programmes de formation en vue de renforcer leur efficience. L'article 5 de cette ordonnance stipule que l'inspection de l'Intérieur effectue à la demande du ministre ou à partir de son programme d'inspection des missions d'enquête, d'information ou d'études rentrant dans le cadre de ses attributions. Quant à l'article 4, il stipule que pour l'accomplissement de leur mission, les inspecteurs de l'Intérieur disposent du pouvoir d'investigation le plus étendu.
et du droit de communication de tout document, les services publics et les organismes de toute nature auprès desquels sont effectuées les missions ne peuvent leur opposer le secret professionnel. Les inspecteurs de l'intérieur, avant de commencer leur mission, avant d'entrer en fonction, prêtent serment devant la Cour suprême. Merci pour votre éclairage. Pouvez-vous nous dire quelle est la classification des collectivités territoriales au Mali? Je voudrais lever une certaine contradiction, parce que certains pensent que quand on dit collectivité, conseil de cercle ou conseil de région, c'est des collectivités. Ce n'est pas, c'est des organes. Les collectivités en République du Mali sont les régions, les cercles, les communes et le district de Bamako. Mais chaque fois, par exemple, quand les gens vont au niveau de cercle, on va au niveau du conseil de cercle, au conseil de région, ça, ce sont des organes. Donc, il y a 4 types de collectivités au Mali, comme je l'ai dit, les régions, les cercles, les communes et le district de Bamako qui a un statut particulier. Madame Diarra, pouvez-vous nous dire quels sont les audits financés par SNGP dans le cadre de l'audit des collectivités territoriales? Merci pour la question. Alors, SNGP a d'abord organisé une série de formations concernant la méthodologie d'audit de performance, qui est une forme d'audit qui est de plus en plus préconisée par les normes internationales. Et le Mali s'est engagé dans des réformes au niveau du domaine du contrôle dans ce sens. Donc, toutes les inspections ont participé à ces formations. Et c'est dans le cadre de l'application pratique de cette méthodologie qu'on a eu à financer une dizaine de missions d'audit de collectivités territoriales. En général, nous ciblons le niveau commune. Et il y a eu, par exemple, la commune de Niena, il y a eu Sigasso, Djoila, Massigi, Ouelesebougou, Ouassoulou, Balé, etc., etc. Il y a eu beaucoup d'endroits. Et il y a l'inspection de l'intérieur qui est l'inspection attitrée, rattachée, comme il vient de le dire, au ministère de l'administration territoriale, qui a la technicité nécessaire pour travailler sur des domaines précis. Et en général, ils ont à peu près 8 domaines d'intervention pour passer au peigne fin toute la gestion sur tous les plans des organes des collectivités territoriales. Si c'est niveau région, niveau cercle, niveau commune ou si ça concerne le district de Bamako. Donc, c'est une dizaine de missions d'audit. Et dans ces différents audits, ils ont effectivement appliqué la méthodologie de l'audit de performance tout en tenant compte des spécificités liées aux collectivités territoriales et tous ces rapports sont disponibles. Je m'en vais poser une question qui va concerner les deux invités. Il s'agit de savoir quels sont les constats lors des audits des collectivités territoriales. Effectivement, les constats, je vais peut-être énumérer les grands domaines. Et lui, il aura l'opportunité de détailler les rubriques qu'ils ont eu à vérifier. Nous sommes structure d'accompagnement de supervision. Et notre rôle, c'est de nous assurer que la méthodologie est correctement suivie. Mais le détail des constats, ça c'est dans les rapports de l'inspection de l'intérieur qu'il va vous délivrer. Le premier niveau qu'on remarque, c'est dans la gouvernance. C'est-à-dire, est-ce que les commissions fonctionnent? Est-ce que le conseil municipal respecte les textes dans ce domaine-là? Il regarde ça. Il regarde l'état civil, tout ce qui est naissance, mariage, décès. Il regarde la passation des marchés. Il vérifie également la gestion de la banque de céréales, l'implication des autorités coutumières au niveau de cette gestion de la banque de céréales, la distribution, etc., etc. Il vérifie tout ce qui touche à la gestion domaniale et foncière. Il regarde aussi la comptabilité matière. Donc, au niveau de toutes ces rubriques, ils ont fait énormément de constats. Et ce sont ces constats que M. Sall pourra vous détailler. M. Sall. Madame
Diarra vient de parler de la gouvernance. La gouvernance, ça c'est le fonctionnement du conseil, que ce soit le conseil communal, le conseil de la collectivité si vous voulez. Le conseil, à ce niveau, il y a les sessions, que ce soit au niveau région ou au niveau commune ou bien au niveau du district. Le conseil communal doit tenir obligatoirement 4 sessions. Généralement, nous trouvons dans beaucoup de collectivités que ces 4 sessions ne sont pas tenues. Et il y a un document essentiel au niveau de ces collectivités qu'on appelle le registre de délibération. Ce registre de délibération, c'est comme le document de base de toutes les décisions. C'est dans ce document de base que doivent être inscrites toutes les délibérations du Conseil. À ce niveau, on dit que ce document, le registre de délibération, doit être coté et paraphé par le représentant de l'État au niveau de la collectivité. Au niveau des régions, c'est le gouverneur. Au niveau des communes et cercles, c'est le préfet qui doit coter et parapher ces documents, ce registre-là. Mais on trouve que dans certaines communes, il y a un registre qui est là, qui n'a pas été coté ni paraphé par le préfet. Et c'est dans ce registre que sont inscrits les délibérations. Donc, ça c'est des constats substantiels. Nous avons vu aussi que dans ces collectivités, les délibérations ne sont pas toutes inscrites par ordre de date dans les registres. Et que les conseillers présents et les représentants des conseillers absents ne signent pas les délibérations. Ça, ce sont des dysfonctionnements réels. Et avant de convoquer, la convocation du conseil doit être publiée et mentionnée dans le registre des délibérations. Publié pourquoi? Parce que c'est un pouvoir collégial. C'est les électeurs de la collectivité qui ont élu leurs représentants. Donc au moment où ils tiennent leur conseil, ça doit être publié. Les populations doivent être au courant que le conseil se tienne tel jour et l'ordre du jour concerne tel domaine. Donc ça doit être publié. Et la convocation doit être mentionnée aussi dans le registre des délibérations. Dans beaucoup de collectivités, nous trouvons que ces dispositions ne sont pas respectées. Mieux, après le conseil, à 8 jours après le conseil, il doit être publié ce qu'on appelle le compte rendu de session. Après chaque session, il doit avoir un compte rendu de session après les 8 jours pour informer les populations des dispositions qui ont été prises par le conseil au cours de sa session. Donc, nous avons trouvé aussi que dans plusieurs collectivités, nous n'avons même pas trouvé le compte rendu. Et mieux, le compte rendu n'est pas affiché et il n'est pas publié. Parce qu'on dit que ça doit être publié par les moyens disponibles dans les collectivités. Ça, c'est par rapport à la gouvernance, par exemple. Et par rapport à l'état civil. Au niveau de l'état civil, les centres de secondaire, les centres d'état civil doivent être créés par le préfet. Partout au Mali, c'est le préfet, et au niveau de Bamako, c'est le gouverneur du district. Sur proposition du maire, dans beaucoup de collectivités, nous trouvons que vraiment les textes ne sont pas prises, ou bien même si elles sont là, elles ne correspondent pas à la réalité. Et on trouve dans beaucoup de collectivités, de grandes collectivités, où il n'y a pas de centre secondaire. Et les agents à ce niveau qui animent les centres de déclaration, les agents d'état civil qui animent les centres de déclaration. Parce qu'il faut faire la différence entre le centre principal, le centre secondaire et le centre de déclaration. C'est au niveau du centre de déclaration que les naissances sont déclarées. Au niveau du centre secondaire, au niveau du centre principal, c'est là que les mariages sont déclarés.
Mais les actes de naissance, les actes de mariage, les actes de décès sont établis au niveau du centre principal et seulement du centre secondaire. Donc ça, il faut lever cet équivoque. Donc, à ce niveau, il y a des grandes collectivités qui peuvent avoir 40 villages, mais il n'y a que le centre principal seulement. Il y a des centres de déclaration, mais pour que les gens célèbrent leur mariage, ou pour avoir l'acte de naissance, ou l'acte de décès, il faut qu'ils viennent jusqu'au niveau du centre principal qui se trouve au niveau du chef-lieu de commune. Vous voyez ce que ça fait. Donc, il y a beaucoup de dysfonctions à ce niveau. Et nous avons constaté un faible niveau des agents de déclaration. Parce que pour qu'un acte puisse être bien valide, faudrait-il que les données à la base, depuis au niveau de la déclaration, que ces données soient fiables. Donc, nous avons constaté aussi qu'il y a beaucoup de registres non réglementaires. Parce que le seul niveau d'acquisition des registres de naissance, de décès, de mariage, c'est au niveau de la Direction nationale de l'État civil, qui relève du ministère de l'administration territoriale. Mais nous avons constaté qu'au niveau de certaines communes, ils vont s'approvisionner au niveau des imprimeries. Donc ça, ce sont des dysfonctionnements. Donc il y a beaucoup à dire à ce niveau. Et le faible niveau des agents de déclaration. Donc voilà, je vais m'arrêter à ce niveau. Par rapport à la gestion des ressources humaines, là, ce que nous avons constaté le manque de formation des agents, la non-élaboration du calendrier annuel de départ en congé, la non-notation du personnel fonctionnel des collectivités, le non-avancement du personnel contractuel, l'insuffisance de personnel. Par exemple, dans beaucoup de collectivités, nous trouvons que, bon, même ceux qui ont des moyens, même les collectivités qui ont des moyens, par exemple, même au niveau de certaines communes de Bamako même, il n'y a pas de comptable matière attitré. Donc, il y a un manque de personnel, c'est-à-dire que le personnel, même s'il y a beaucoup de personnel, les personnes n'occupent pas les postes essentiels. Par exemple, il doit y avoir un comptable matière qui est différent de l'agent comptable ou bien qui est indépendant des services financiers. Il devait avoir des archivistes attitrés. Hein? Donc, au niveau des archives, généralement, les archives ne sont pas bien tenues. Il n'y a même pas de salle d'archives, il n'y a pas d'archives aussi attitrées. Par rapport à la comptabilité matière, la comptabilité matière est un domaine qui a connu depuis ces dernières années une grande évolution, surtout avec le décret 019-119 du 22 février 2019, portant réglementation de la comptabilité matière. La comptabilité matière n'est pas tenue. La comptabilité matière, quand elle n'est pas tenue, c'est-à-dire que c'est la disparition de tous les achats, c'est les contrats fictifs, c'est la mauvaise gestion, parce qu'il n'y a pas de documents qui retracent les achats et les biens de la collectivité. La comptabilité matière permet de recenser tous les biens, propriétés, meubles et immeubles de la collectivité. Donc à ce niveau, que ce soit au niveau régional, au niveau des collectivités régions, cercles ou communes, nous avons trouvé vraiment que dans beaucoup de ces collectivités, la comptabilité matière n'est pas tenue. Par rapport à la gestion foncière, là, il y a beaucoup à dire parce que à ce niveau, il n'y a pas les dispositions législatives réglementaires dans ce domaine ne sont pas appliquées. Dans la presque totalité des collectivités. Là où il y a les schémas directeurs ne sont pas respectés et ne sont pas révisés. L'existence des lotissements irréguliers, c'est-à-dire des lotissements au loti sans au respect d'aucune procédure. L'inexistence des lotissements qui sont même effectués par des personnes non à l'habilité. Vous voyez, quand vous allez autour de Bamako et dans les communes, les gens, on dirait qu'ils prennent une chaîne d'arpentaire pour faire du n'importe quoi. Vraiment, à ce niveau, il y a le non-respect d'un décret essentiel en matière d'aménagement, le décret numéro 115
PRM du 9 mars 2005 fixant les modalités de réalisation des différents types d'opérations d'urbanisme. Au niveau des marchés publics, les marchés publics, c'est quoi? C'est les achats des biens et services. À ce niveau, il y a eu une réforme en 2015, l'ordonnance, le décret, le décret, excusez-moi, hein. Bon, il y a eu une grande réforme en 2015 et cette réforme n'a pas été respectée dans la plupart des collectivités. Et à ce niveau, nous avons constaté l'inexistence de plans prévisionnels de passation des marchés. Nous avons constaté l'inexistence de viviers de fournisseurs, de prestataires au niveau des collectivités territoriales. Nous avons constaté la non-utilisation des procédures de demande de cotation en violation de l'article 23 de l'arrêté numéro 2015-3721 MEF SG du 22 octobre 2015. Nous avons constaté l'attribution des marchés sans réelle concurrence, en violation du Code des marchés publics et de délégation des services publics, l'utilisation des procédures d'appel d'offres pour l'attribution des marchés au-dessus du seuil, le non-enregistrement des offres au niveau du secrétariat général de la collectivité, l'ouverture des piliers et l'évaluation des offres par des personnes non qualifiées. Cela veut dire tout simplement que les marchés publics, les procédures des marchés publics ne sont pas respectées. Quand les procédures des marchés publics ne sont pas respectées, c'est donne voie à la corruption et à la mauvaise qualité des biens et services, à la mauvaise construction des infrastructures. Par rapport à la gestion financière, ça concerne le budget. À ce niveau, nous avons constaté la non-maîtrise de la matière imposable. Nous avons constaté la non-élaboration de rôle numérique. Parce que le rôle numérique, ça veut dire au niveau des collectivités communes, c'est les TDRL. La TDRL, par exemple, il y a une liste, les listes des familles avec le nombre d'imposables, le nombre de bétail, le nombre d'armes, ainsi de suite. À ce niveau, nous avons constaté dans plusieurs communes la non-soumission des rôles à l'approbation du préfet, l'existence de rôles non fiables, hein, et au niveau du budget, nous avons constaté l'inexistence des décisions de l'autorité des tutelles relatives au prélèvement obligatoire. C'est-à-dire si les recettes ordinaires de la collectivité, après avoir défalqué les dépenses obligatoires, le reste, c'est au niveau du préfet, il doit avoir une négociation pour fixer le prélèvement obligatoire pour que la commune ne puisse pas mettre toutes ses ressources dans le fonctionnement. Donc c'est pour prévoir l'investissement. À ce niveau aussi, il y a beaucoup de problèmes. Nous avons constaté aussi la prolifération la prolifération des subventions accordées à des associations. À la lumière de tout ce que nous venons d'entendre par rapport aux audits des collectivités territoriales, je voudrais savoir, Mme Diarra, quelles sont les recommandations formulées? Les recommandations sont formulées dans les rapports d'audit. Les domaines qu'il vient de vous dire, il y a des communes où il y a tout ça, mais il y a des communes où il n'y a qu'une partie. Il n'est pas dit que c'est systématiquement partout. Il y en a qui sont mieux que d'autres. Maintenant, en fonction de ce qui a été constaté dans une collectivité précisément, les recommandations en général sont de 3 grandes catégories. La première catégorie, c'est le respect des lois, des textes et règlements en la matière. Deuxième grande catégorie, c'est tout ce qui concerne les bonnes pratiques, c'est-à-dire normalement la bonne gestion en bon père de famille que les élus doivent avoir face aux différentes ressources et face aux engagements qu'ils ont pris avec la population, que cela soit réalisé. Et la dernière grande catégorie de recommandations, ça cible surtout l'amélioration des conditions de vie des différentes populations. Donc c'est ce que nous mettons en général de façon détaillée, conformément à tout ce qu'il vient de lister comme élément à suivre. Parce que le but ultime, c'est de voir l'impact sur la vie des populations pour répondre aux soucis de développement du pays. Merci.
Monsieur Garbassal, des recommandations, vous en avez à formuler? Tous ces constats relevés ont pour objet de faire en sorte que ces constats puissent être corrigés. Et une fois que ces constats sont corrigés, ça a une répercussion positive sur les populations. Donc, parce que la collectivité, quand on parle de collectivité, c'est à rapprocher la gestion des affaires, c'est-à-dire que les populations même gèrent leurs affaires à travers les représentants qui doivent obligatoirement les rendre compte. À ce niveau, j'ai oublié de relever un constat, c'est-à-dire la redevabilité. C'est-à-dire chaque année, les présidents de ces collectivités doivent faire une restitution de leur gestion aux populations. Au début, dès l'élaboration du budget jusqu'à l'exécution du budget. À tout moment, c'est un compte rendu. La population doit être informée de la gestion de leurs représentants. Ils les ont investis parce qu'ils les ont élus et maintenant les élus doivent leur rendre compte de la gestion de la collectivité. À ce niveau, par rapport aux recommandations, au niveau du ministère de l'administration territoriale, nous avons recommandé au ministère de l'administration territoriale d'instruire à la direction nationale de l'état civil de procéder au renforcement des capacités de tous les acteurs dans le domaine de l'état civil. Au niveau des présidents de l'autorité de régulation des marchés publics, l'autorité de régulation des marchés publics est chargée d'élaborer toute la politique en matière de marchés publics et de délégation des services publics. À ce niveau, nous avons demandé à ce niveau que cette structure poursuive la diffusion du manuel de procédure de passation des marchés publics au niveau des collectivités territoriales. C'est bon, pour conclure. Donc, pour dire que tous ces constats ont leur répondant en recommandation. Chaque constat a son répondant, c'est-à-dire on demande de corriger au niveau des collectivités. Je vous remercie. Nous arrivons donc au terme de ce débat qui réunissait sur notre plateau M. Garbassal, qui est inspecteur à l'inspection de l'Intérieur, et Mme Diarra Zinam Ndiaye, chef de la composante 3 au niveau de CNGP.